Bonjour chers collègues. Voilà, bienvenue à ces soirées de formation, d'information de la CPTS. On remercie Saint-Odilon et le docteur Roquette de venir nous parler ce soir d'une thématique qui lui est chère. Et je vais lui laisser se présenter et nous présenter ensuite son thème. Voilà. On n'hésitera pas après de poser des questions à la fin de sa présentation. Voilà, donc notez bien, c'est peut-être mieux que vous ayez tout le déroulé de la présentation et qu'on revienne après sur des points ponctuels. Voilà, merci. À vous. Bonjour, je m'appelle Augustin Roquette, je suis oncologue à Saint-Outilon et je vais faire avec vous, si vous êtes d'accord, un tour rapide de l'oncodermatologie des cancers cutanés. Une chose importante à savoir, c'est que les cancers cutanés représentaient de loin les premiers cancers en France, loin devant la prostate, le sein et autres colorectums. Les cancers cutanés, vous le savez, il y en a trois principaux. Il y a les épithéliomas basocellulaires, les spinocellulaires et les mélanomes malins. Alors, bien sûr, il y a des sous-catégories avec les basocellulaires érythémateux, etc. Je n'insiste pas là-dessus. On ne parlera pas ce soir J'attends des son. métastases cutanées des cancers et des lymphomes cutanés. On va peut-être mettre le PowerPoint pour que vous Oui, puissiez voilà, on va voir. mettre le PowerPoint. Je ne comprenais pas pourquoi il ne s'affichait pas. Mais parce que C'est j'attendais qu'elle votre attendait. Ah, pardon, en fait. excusez-moi. Alors, attendez. Voilà. Donc, voilà. Donc, les cancers cutanés, trois principaux cancers cutanés, le basocellulaire, le spinocellulaire et le mélanome malin. Nous ne parlerons pas des cancers de type lymphome cutané, de type ou des métastases des cancers. Nous retiendrons que ces trois-là. Il faut savoir que on change, que les cancers cutanés représentent le plus grand nombre de cancers en France. Il y a des statistiques avec des chiffres qui sont un peu variables entre 141 et 243 000 cas par an. Ça, c'est Santé publique France qui nous dit ça. Il faut rapporter ces chiffres au nombre de cancers du sein, du poumon ou de la prostate qui sont aux alentours de 50 voire 60 000 pour le sein, pas plus. Donc, c'est vraiment la localisation cancéreuse la plus fréquente. Parmi eux, on note surtout des basocellulaires qui représentent 70%, des spinocellulaires 20%, et les mélanomes malins, heureusement, ne représentent que 10%. Ces maladies touchent essentiellement les sujets à peau claire, les blonds aux yeux clairs. Les noirs sont très rarement atteints, sauf peut-être pour les spinocellulaires. Alors, il y a une particularité pour les noirs qui est assez, on va dire, surprenante. Les noirs peuvent avoir des épithéliomes basocellulaires ou spinocellulaires, voire des mélanomes malins au niveau de la peau claire, des pieds et des mains. Quels sont les facteurs favorisants de ces cancers? Vous les connaissez tous, bien sûr, c'est l'exposition solaire. L'exposition solaire aux UVB à courte longueur d'onde. Les UVC, eux, sont arrêtés par la couche d'ozone atmosphérique. Alors, il y a un cas particulier qui est intéressant, si on peut dire les choses comme ça, c'est l'Australie. L'Australie principalement de personnes issues de l'Europe du Nord, des blonds aux yeux. Il y a comment dirais-je, une tradition de sport, d'exposition au grand air. Et ensuite, c'est près de l'Antarctique, pardon, où il y a un trou dans la couche d'ozone. De ce fait, les cancers cutanés en Australie sont très fréquents
par rapport à l'Europe, c'est 10 fois plus chez les femmes et 20 fois plus chez les hommes. Et par exemple, les mélanomes malins sont le premier cancer et de loin en Australie et représentent à eux seuls 60% des cas de cancer en Australie. Alors, il y a d'autres facteurs, mais eux, beaucoup moins importants, puisque les expositions solaires représentent à elles seules 80% des cas. C'est les radiations ionisantes avec des spinocellulaires, plus rarement des basocellulaires ou des sarcomes. C'est les traumatismes, notamment sur des cicatrices avec des frottements réguliers au niveau d'une cicatrice, notamment le frottement d'un col de chemise au niveau du cou. C'est des basocellulaires ou des spinocellulaires. Le plus souvent, c'est des spinocellulaires sur des brûlures ou des gelures. L'exposition chimique est de moins en moins rencontrée. Avant, c'était les fameux cancers spinocellulaires du scrotum des ramoneurs. On n'en trouve plus maintenant, mais avant, c'était tout à fait classique. Il y avait également les cancers induits par l'arsenic, par voie générale, le nickel, le beryllium, le cobalt, l'étain, j'en passe et des meilleurs, mais avec les nouvelles législations, les cas deviennent très rares. Le mélanome malin, c'est un cas particulier parce qu'il se développe presque toujours sur des névus. Alors, on aborde maintenant la clinique. Le basocellulaire présente souvent un aspect bulleux, translucide, télangiectasique. C'est assez spécifique. Ce n'est pas toujours comme ça, bien sûr, mais c'est souvent comme ça, c'est ulcéré ou cela ne l'est pas. L'épithélioma spinocellulaire présente, lui, souvent un aspect à type de corne, mais pas toujours. En fait, le diagnostic clinique n'est pas évident à faire, du moins pour les épithéliomas. Le mélanome malin, c'est pas plus facile, mais disons c'est plus monolithique. Dans la plupart des cas, le mélanome malin se développe sur un névus. Et on fait la différence entre les névus non cancéreux et le mélanome malin. Il y a une règle qui a été inventée par nos confrères de l'Institut Gustave Roussy à Paris-Villejuif, qu'ils ont appelé ABCDE. C'est une règle un peu bébête, un peu infantile, mais qui est très, très intéressante à utiliser. A comme asymétrique. Une lésion bien ronde, bien régulière, ça n'est probablement pas un mélanome malin. Par contre, une lésion irrégulière, comme on peut le voir sur la diapositive, ça peut être un mélanome malin. Une lésion à bord bien régulier, bien lisse, ça n'est a priori pas un mélanome. Par contre, si les bords sont déchiquetés, un petit peu comme la carte d'une île, par exemple l'île de la Corse, avec cet aspect déchiqueté, ça peut correspondre à un mélanome malin. La couleur, le C comme la couleur non homogène. À partir du moment où il y a des taches à l'intérieur de la lésion, des taches brunes, des taches plus claires, des taches plus foncées, c'est suspect. Alors que si c'est très homogène, ça ne l'est pas. Si le diamètre de la lésion, D comme diamètre, si le diamètre de la lésion augmente régulièrement, c'est suspect. S'il n'y a pas d'évolution, ça ne l'est pas. Ça l'est beaucoup moins, disons. Et le dernier point, c'est l'évolution de la lésion. Au fil du temps, on voit qu'elle peut changer de forme, elle peut changer de couleur, elle peut changer d'épaisseur. Ça, c'est très suspect. Dans tous ces cas-là, il faut penser au mélanome malin. Alors, quelle est l'évolution naturelle de ces cancers? C'est très clair. Les épithéliomas basocellulaires ont une évolution a priori strictement locale. Les cas de métastases ganglionnaires sont rarissimes. Moi, personnellement, je crois en avoir jamais vu, alors que j'ai soigné plusieurs milliers d'épithéliomas basocellulaires. C'est une évolution qui, a priori, est strictement locale. De ce fait, le pronostic est relativement favorable. Moi, dans toute ma carrière, j'ai vu 2 décès sur des basocellulaires
L'un, c'était sur un paysan de l'Ariège reculé, il y a un certain nombre d'années. Il avait une lésion qui avait évolué très longtemps au niveau du cou. On voyait les os de la base du crâne, pour vous dire ce que c'était. L'autre, c'était une dame à Lille qui avait une évolution depuis 42 ans sans traitement. Le cancer basocellulaire avait détruit un œil. On a fait une énucléation du deuxième œil pour essayer de la sauver, mais elle est décédée. L'épithélioma spinocellulaire est lui plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution locale comme le basocellulaire, mais également une possible évolution ganglionnaire qui peut être redoutable. Enfin, le troisième, le mélanome malin, c'est catastrophique. Enfin, ça peut être catastrophique, avec une évolution à la fois locale, ganglionnaire et métastatique. Métastatique au foie, au poumon, au cerveau, mais également à l'os. De ce fait, pour les épithéliomas basocellulaires, il n'y a pas lieu de prévoir un bilan d'extension. Pour le spinocellulaire, ça se discute en RCP. Est-ce qu'on va demander l'examen roi, c'est le PET scan, hein? Est-ce qu'on va demander un PET scan ou pas, ou un TEP pour parler français? Excusez-moi. Est-ce qu'on va demander ou pas un TEP scan? Ça se discute en RCP. Moi, je suis assez favorable parce qu'on a régulièrement, 2, 3 fois par an, des évolutions ganglionnaires qui nous posent problème. Pour le mélanome malin, là, il n'y a plus de discussion possible. C'est le scanner thoraco-abdominopelvien et cérébral, parce qu'il faut penser également aux métastases cérébrales. Et le PET scan, ça, c'est obligatoire. La biologie est peu contributive, alors on parle de mélanurie dans les mélanomes malins. Dans la pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Les traitements. On arrive au traitement des épithéliomas, donc baso- et spinocellulaires. Nous parlerons du mélanome malin après. Il y a les méthodes chimiques. Alors bon, c'est anecdotique, c'est la neige carbonique, l'acide nitrique, les pommades antimitotiques, notamment les pommades au 5-fluorouracil, les FUDEX, qui peut donner des résultats. Alors on l'utilise chez des personnes alitées, âgées, chez des dermatologues, enfin, c'est un peu anecdotique. Ensuite, il y a l'exérèse chirurgicale. L'exérèse chirurgicale, les marges doivent être d'au moins 3 mm latéralement et en profondeur. L'exérèse chirurgicale présente l'avantage d'être rapide. Ça peut le plus souvent être fait sous anesthésie locale, mais ça peut être pénalisant sur le plan esthétique, voire mutilant. J'ai vu récemment un patient qui avait une amputation pour un épithélioma spinocellulaire de la partie supérieure du pavillon de l'oreille. Le problème, ce monsieur avait des lunettes et il avait un appareil auditif. Et alors, il m'a raconté que les lunettes tombaient régulièrement, mais plus grave, son appareil auditif était tombé dans sa soupe alors qu'il mangeait. Et du coup, il était tombé en panne, il n'était pas content du tout, il avait dû le ramener chez l'audioprothésiste. Alors, ça peut faire sourire, mais ce pauvre monsieur, il remettait sans arrêt son appareil et ses lunettes. Moi, ça ne me faisait pas vraiment sourire. La chirurgie ganglionnaire, donc ça, ce n'est pas pour les basocellulaires, c'est uniquement pour les spinocellulaires. Il faut savoir qu'elle doit être de nécessité et non systématique. Elle doit être, donc en cas d'envahissement ganglionnaire, on peut la discuter, mais s'il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire, il ne faut pas la faire. On reste toujours dans le traitement des épithéliomas basocellulaires et spinocellulaires pour parler de la radiothérapie. Alors là, ça va vous surprendre. Vous dites, mais enfin, la radiothérapie n'a pas sa place. Mais si, justement, et c'est très, très intéressant. La radiothérapie en photons ou électrons, elle donne de très bons résultats, mais le problème, c'est que c'est un traitement long, sur plusieurs semaines. Alors, en principe, on fait 2 séances par semaine sur un mois. On peut faire un peu plus court, mais la tolérance est un peu moins bonne. Là, j'ai repris quelques photos que j'avais. Donc, il y a une brave dame à gauche qui a un épithélioma basocellulaire au niveau de la région rétro-anglo-maxillaire. On voit après radiothérapie, il n'y a plus rien. Un peu plus bas, une autre dame qui a une lésion jugale droite. Alors là, il faut bien comprendre que si l'on avait fait une chirurgie, il y aurait une cicatrice très disgracieuse
Et avec la radiothérapie, on voit rien du tout. Le troisième patient que j'ai choisi, on ne voit pas très bien, mais c'était un spinocellulaire de l'angle interne de l'œil avec une masse assez importante qui faisait 3,5 cm de haut et qui a complètement disparu après radiothérapie. L'inconvénient de la radiothérapie, c'est la tolérance est à peu près satisfaisante avec une radioépidermie qui est équivalente à un coup de soleil, mais le problème, c'est les séances répétées. Euh, toujours dans le traitement des épithéliomas basocellulaires et spinocellulaires, la radiothérapie ganglionnaire. Nous avons vu qu'il pouvait y avoir une évolution ganglionnaire dans les spinocellulaires. La chirurgie est intéressante dans ces cas, mais excusez-moi, mais la radiothérapie peut également donner de très bons résultats. Moi, j'ai 2 ou 3 ou 4 cas par an de radiothérapie sur des évolutions ganglionnaires avec de très bons résultats. Je n'ai jamais eu d'échec jusqu'à présent. Alors, il reste une autre carte à jouer, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, avec une énorme lésion, comme vous voyez à gauche, c'est une lésion sous-maxillaire. Cette énorme lésion, on ne savait pas très bien quoi faire. J'ai dit, bon, on va essayer de faire une chimiothérapie avec le vieux protocole 5-fluorouracile cisplatin. Résultat magnifique, c'est actuellement le patient termine son traitement. Donc, on peut avoir des résultats avec des vieux traitements comme ça. Euh, Toujours sur les basocellulaires et les spinocellulaires, l'immunothérapie dans les spinocellulaires avec l'Ibtaio, Cepidimab, je crois qu'on n'a même plus le remboursement maintenant. On a toujours l'AMM, on n'a pas le remboursement, je ne suis pas sûr, mais il faut vérifier. En tout cas, ça ne marche jamais. Le SMR rendu est faible. Euh, les thérapeutiques ciblées avec Ondozo, Sonidegib, pour les basocellulaires, ça peut être utilisé, mais généralement, on n'utilise pas vraiment. Plus intéressant, mais encore, est le traitement des mélanomes malins. Alors, la chirurgie, là, je vous ai mis le tableau de Breslow, mais c'est un tableau qui est un peu obsolète. Maintenant, les marges chirurgicales que l'on préconise sont plus importantes, 2 cm jusqu'à 2 mm et 3 cm au-delà de 2 mm. Donc, c'est une chirurgie qui se fait généralement en 2 temps. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une exérèse suffisante. Ce n'est pas une simple biopsie. La biopsie, en principe, on ne doit pas la faire. Ce n'est pas une simple biopsie, c'est une exérèse avec des marges minimes. Après analyse anatomopathologique, on refait une reprise chirurgicale avec éventuellement un ganglion sentinelle. Donc, cette reprise chirurgicale doit respecter des marges comme selon Breslow, mais actuellement, on fait des marges qui ont 1 cm de plus. On propose également un ganglion sentinelle. Dans les cas où on a un Breslow, le stade de Breslow, c'est l'épaisseur du mélanome. C'est de 1 à 4, parce qu'au-delà de 4, on dit que c'est un Breslow 4. On propose un ganglion sentinelle en cas d'un Breslow compris entre 1 et 4, en cas de mélanome ulcéré, s'il n'y a pas d'adénomégalie palpable, parce qu'il y a une adénomégalie palpable, on fait directement le curage, et si un traitement adjuvant est envisagé. Alors, je n'ai pas parlé des traitements adjuvants, mais on va parler des traitements. Quels sont les traitements des mélanomes malins? La radiothérapie, c'est non. C'est non. Pourquoi? Parce que ces tumeurs ont la réputation de ne pas être radiosensibles. On peut utiliser la radiothérapie dans des cas très particuliers, comme les métastases osseuses. La radiothérapie des métastases osseuses des mélanomes malins peut donner des résultats. La chimiothérapie, on l'utilise plus vraiment. Alors, classiquement, c'était le mufauran et le déticène, photémustine et dacarbazine. C'est des alkylants. On ne les utilise pas vraiment. Par contre, l'immunothérapie est à le vent en poupe avec des produits phares comme le nivolumab, le pembrolizumab, Opdivo et Keytruda, et beaucoup moins intéressant, le Yervoy, ipilimumab. Donc, les traitements par immunothérapie anti-PD-1 et anti-PD-L1
donnent des résultats tout à fait intéressants, à tel point que maintenant, on les propose à titre adjuvant, c'est-à-dire entre guillemets préventif, hein, il ne faut pas employer ce terme, à titre adjuvant dans les stades de C. Les thérapeutiques ciblées sont beaucoup moins intéressantes puisqu'à l'heure actuelle, on ne les utilise uniquement dans les cas où il y a une mutation BRAF 600, ce qui représente à peine 20% des cas de mélanome malin. Voilà, j'ai fait un tour rapide. Je voudrais vous parler rapidement, encore plus rapidement d'autre chose. Euh, Nous avons à Saint-Odilon un problème sur des cancers pulmonaires avec des retards de prise en charge. Ce n'est pas spécifique à Saint-Odilon, c'est spécifique à tout le bassin, avec des retards de prise en charge, des patients qui attendent des rendez-vous sur des semaines et des semaines et qui ne deviennent plus opérables alors qu'ils l'étaient initialement. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à des engagements que nous pourrions prendre sur un timing chronométré, avec un numéro de téléphone dédié, donc un interlocuteur que l'on pourrait joindre, une consultation oncologique sous 48 heures, un scanner thoracique non effectué sous 48 heures, donc ça serait des engagements qui seraient pris et tenus. Une fibroscopie bronchique, alors bien évidemment, c'est le docteur Belladj qui s'en occuperait, tout le monde connaît Hamid Belladj, et donc il serait d'accord pour prendre les patients le mardi ou le jeudi suivant le début de la prise en charge. On aurait les résultats anatomopathologiques sous 7 jours, savoir si c'est un cancer ou pas. Pour les mutations, bien sûr, c'est plus long, on est obligé d'attendre 15 jours. Le mardi suivant, le dossier serait présenté au CHU, à l'RCP du CHU, pour une chirurgie, si elle est indiquée au centre Jean Perrin. Là, ils sont très réactifs à Jean Perrin, on n'a pas trop de problèmes, ou une chimiothérapie, ou une immunothérapie, ou une biothérapie, si elle est indiquée à la clinique Saint-Odilon. Donc, on arriverait à avoir une prise en charge très rapide, notamment sur les plans chirurgicaux, arriver très vite à la chirurgie et non pas attendre 3 et 4 mois, comme c'est le cas actuellement, avec des résultats catastrophiques. Voilà, mais ça fera l'objet d'une communication ultérieure. Voilà. Très bien. Écoutez, merci, Dr. Roquette. C'était une présentation très synthétique, mais très intéressante, didactique, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose en peau, en cancer de la peau. Il y a des trucs plus ou moins attirants. Le fait que vous ayez l'utilisation de la chimio, de la radiothérapie efficace, c'est quand même aussi rassurant. Voilà, maintenant je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Alors moi j'avais déjà une petite question en termes de paiement. Lorsqu'on consulte, on est en secteur 1, en secteur 2. Comment ça se passe? Moi, en ce qui me concerne, Oui. je suis en secteur 2 en horaire D'accord. libre, mais je ne l'applique pas. D'accord. Puisque je suis avec, je ne me rappelle plus très bien, vous savez, l'engagement qui fait qu'on est, voilà. Donc, si vous voulez, je ne fais pas de dépassement, je ne demande pas de supplément et tout, je fais tout en tiers payant. D'accord. En fait, la seule chose qu'ont les patients à payer s'ils sont hospitalisés à Saint-Odilon, c'est la télévision, s'ils veulent la télévision dans la chambre, le téléphone, mais ils peuvent très bien amener leur tablette avec les séries américaines comme fait ma femme. C'est donc la télévision, c'est le téléphone s'ils veulent avoir le téléphone sur la table de nuit, mais ils peuvent très bien arriver avec leur téléphone portable. Et c'est la chambre seule, sachant que les mutuelles le prennent plus ou moins en charge. Tout le reste, je dis bien tout le reste, les transports, les consultations médicales, tout est pris en charge à 100%. Et en fait, Très bien. Je suppose que tout ce parcours a été construit et repose avec des accréditations. Vous travaillez en réseau, j'ai bien compris, avec Jean Perrin. oui. Comment ça fait longtemps? Comment vous avez construit tout ça? Alors, si vous voulez, sur tout ce qui est onco-dermato, on fonctionne non pas avec Jean Perrin, mais avec le CHU, parce que pour les mélanomes malins, il y a un comité régional d'oncodermatologie. Tous les dossiers de mélanome malin
passent tous en RCP devant ce comité. D'accord. On a une RCP donc sur Saint-Odilon pour les dossiers qui sont pour les épithélies basaux ou spinaux. Là, en principe, c'est beaucoup plus simple à gérer. D'accord, très bien. Donc, tous ces protocoles sont validés par une commission. Tout à fait. Voilà. Dans mon métier, dans ma spécialité, un médecin ne peut prendre aucune décision, je veux dire aucune décision, s'il n'a pas l'aval d'une RCP. D'accord. C'est clair, bon, sauf urgence, il y a des fois on prend des décisions et on les fait valider après la RCP quand c'est évident et quand il y a urgence. On ne va pas attendre parfois. Mais en règle générale, enfin, c'est pas en général, il n'y a jamais de décision prise sans aval d'une RCP. Alors, peut-être des questions sur les gens qui seraient présents. Stéphanie, tu étais excellente. Oui, j'essaie Merci à vraiment. toi. Merci J'essaie. à toi d'assurer tout le volet technique. Là, notre coordinatrice est en formation sur la gestion de la CPTS. Voilà, donc Stéphanie a pris ça de volet. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser le chat ou alors les poser directement en remettant le son. Je peux me lancer juste pour précision. Donc, Benjamin Vacher, le directeur de la Polyclinique Saint-Odilon. C'était pour repréciser juste le plateau technique au niveau de la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, on est équipé en fait de 12 lits pour les patients qui sont séparés par 3 box. C'est un choix des patients. Ils se regroupent entre eux, souvent parce qu'ils se connaissent. Après, il y a souvent un box où c'est un peu plus des échanges oraux. Il y a une autre box où il y a plutôt la télévision. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Mais aussi, on a des lits d'hospitalisation pour les gens qui sont en chimiothérapie, qui permettent aussi pour les gens qui ont besoin de se reposer en même temps qu'ils ont leur chimiothérapie, de pouvoir bénéficier voilà, de ce confort-là en plus. C'est voilà, c'est vraiment, c'est très libre pour les patients. C'est un moment voilà qui est pas simple au début. Au début, bah, ils font un peu connaissance, mais souvent après, ils se connaissent entre eux. Donc c'est vrai que c'est un moment bien qui a été refait. Hein, le service a été refait, il n'est pas vieux. Euh, il est bien aménagé, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai confort pour les patients dans ce sens-là. Ok, merci Benjamin. D'autres questions? Voilà, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir un spécialiste. Si vous avez des questions à creuser, après, vous pourrez tout à fait recontacter le docteur Roquette si vous avez des choses qui, je suppose, Complètement. reviennent. À savoir qu'il ne faut pas hésiter à diffuser. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de la CPTS. Donc, tous les adhérents auront cette information et chaque adhérent qui souhaitera voir le webinaire en différé en aura la possibilité et pourra contacter le docteur Roquette s'il y a la moindre question, soit pour information, soit par rapport à la prise en charge d'un patient. Alors, merci au docteur Roquette parce que vraiment, quand on voit la difficulté d'accès aux soins par rapport aux problèmes cutanés sur notre département et déjà sur Moulins, merci d'avoir ouvert et de nous avoir donné ces informations. On se dit, on a quelqu'un vers qui se tourner si on a des problèmes qui semblent difficiles. Alors, je vais vous dire, on a la malchance, si on peut s'exprimer ainsi, de ne plus avoir de dermatologue alors qu'on en avait un excellent jusqu'à présent. Hélas, nous n'avons plus de dermatologue. Moi, je ne peux pas remplacer le dermatologue parce que je ne connais rien à la dermatologie, sauf sur l'oncodermatologie, puisque j'ai fait beaucoup d'oncodermatologie pendant des années et des années. Et donc, si un confrère a un doute sur une lésion, il peut tout à fait m'envoyer à tout moment. Je le prendrai sous 24 ou 48 heures et lui dirai si oui ou non il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Mais pas pour la dermatologie, D'accord, bien que sûr. pour l'oncodermatologie. Ok. Eh ben, merci beaucoup au docteur Roquette. Merci à Monsieur Vacher, le directeur de la Polyclinique Saint-Odilon. Merci aux auditeurs de ce soir et n'hésitez pas à diffuser l'information auprès des adhérents. Au revoir. Il y a une question, Merci. excusez-moi, il y a une question Ah, dans le chat. Ah, pardon.
J'ai plus de souris déjà. C'est la souris, je sais pas où elle est. Donc la question, c'est en fait, doit-on passer obligatoirement par le médecin Par le traitant médecin pour traitant contacter pour le contacter service le en cas de service doute? en cas de doute. Doit-on passer par le médecin traitant pour aller chez vous? Si on a Sur un plan pratique, non, mais je crois que c'est mieux. Euh, D'accord. Je crois que c'est mieux, mais disons, en cas d'urgence, le problème, c'est que les généralistes, c'est la catastrophe, hein. Les médecins traitants, et moi j'ai des patients qui n'ont pas de médecin traitant. C'est catastrophique pour certains, et donc dans ce cas-là, ils peuvent venir me voir directement, il n'y a pas de souci. Alors après, quand on est suivi en chimio ou dans ces cas-là, c'est vrai que bien souvent, vous voyez plus souvent les patients que le médecin traitant. Et du coup, nous, c'est une discussion qu'on a avec la caisse primaire en disant peut-être que ponctuellement, on peut identifier l'oncologue comme référent médical qui suit tout au long, au moins pendant la pathologie. Référent médical, oui et non, parce que moi, je n'ai pas de vraies compétences en cardiologie. Bon, je sais recopier une ordonnance du cardiologue ou du médecin traitant, mais je suis pas. J'ai bien sûr des connaissances, j'ai fait mon internat comme tout un chacun, mais bon. Au moins, vous êtes un médecin qui croisait ce patient Voilà. quelques fois dans l'année. Voilà, voilà, je vois le patient régulièrement Voilà. et je fais au mieux pour ce qui ne concerne pas l'oncologie. Mais enfin bon, Voilà. voilà. C'était. Mais on est un peu, effectivement, les médecins généralistes, étant oncologue, on est un peu médecin généraliste parce qu'on traite tous les problèmes, quoi, et toutes les Bien sûr. localisations. Très bien. Ben, si on n'a plus de questions, merci à tous et puis ben, à bientôt aux prochaines informations avec Synto. Après l'ostéoporose, du coup, on a eu l'oncodermato et puis peut-être bientôt, mais en direct, les protocoles RAC et puis d'autres, parce que c'est tout à fait intéressant de connaître les compétences qu'on a à côté de chez nous et c'est bien bête d'aller très loin. Merci à vous. Je vous le fais Au pas dire. revoir. Voilà. Merci à tous, au Prochain revoir. rendez-vous dans un mois sur la partie allergologie et sommeil. Voilà, Gilles, je ne sais pas si tu l'as bien précisé. T'as coupé. Alors, Non, c'est vrai, c'est le 24 avril. Voilà, 24 avril. bien précisé ce point-là. 24 avril. Et Avec le merci pour la présentation. Merci pour le travail qui a été fait, Docteur Roquette. Très enrichissant. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir, bonne revoir. soirée. Merci.